Marketing Cloud d'octobre. Du coup, ce qu'on vous propose, c'est voilà, de revoir les principales fonctionnalités de cette dernière release note. Donc, on va passer par quelques slides autour d'une présentation succincte des nouvelles fonctionnalités. Et après, on partira sur un mode démo pour vraiment aller dans Marketing Cloud et vous montrer un petit peu voilà, comment ça se matérialise. Donc, moi, c'est Julien Coetelen, je suis leader du club utilisateur Marketing Cloud et je suis avec Zakaria et Akram aujourd'hui qui vont aussi se présenter. Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Akram. Donc, je travaille en tant que Roadmap Innovation Manager chez Kering. Et par la même occasion, je suis un co-leader du User Group Paris, activité que je mène avec Julien et avec Zach depuis quelques années maintenant, donc depuis 2016. Et bonjour à tous, donc, Zakaria, je suis donc co-leader du User Group Marketing Cloud et architecte solution dans les équipes Salesforce CSG. Top. Alors, je pense qu'on a un petit agenda sur les principales thématiques autour de cette release note. Donc, on va commencer par faire un focus sur les nouvelles fonctionnalités Einstein. Donc, pour ceux qui sont familiers avec Einstein for Marketing, c'est les fonctionnalités qui sont relatives à l'intelligence artificielle dans Salesforce. Et donc, on va faire vraiment un focus sur les fonctionnalités d'AI pour le marketing. On verra ensuite tout ce qui est lié au setup Marketing Cloud. Ensuite, il y aura un focus sur les différents studios, notamment autour et Builder autour de Email Studio, Content Builder et les Cloud Pages. Et enfin, quelques nouveautés autour d'Advertising Studio et un focus un peu B2B autour de LinkedIn. On va revoir un petit peu tout ça. Ok, très bien. Juste du coup, pour information, on va jongler entre à la fois un compte de démo pour vous montrer donc, concrètement comment paramétrer les fonctionnalités et puis aussi entre le compte de démo NTO que vous connaissez tous, je pense, pour vous montrer des exemples de dashboard. Donc, on va jongler entre deux comptes. Et Akram, du coup, je te laisse. Pour ceux qui ne connaissent pas NTO, c'est l'acronyme pour Northern Trail Outfitters, qui est une marque fictive créée par Salesforce pour promouvoir, pour montrer des exemples concrets sur une marque fictive accès retail. Oui, effectivement. Petite note, on fait appel à votre indulgence par rapport au contenu de document parce que, étant donné plusieurs engagements de l'équipe, on n'a pas eu le temps non plus de traduire les contenus. Donc, on va présenter le contenu principalement en anglais. Donc, j'espère que ça ira pour tout le monde. Donc, on va commencer par Einstein. Et qui dit Einstein dit donc l'intelligence artificielle de Salesforce, qui est présente un peu partout dans tous les clouds. Là, on fait focus sur Einstein Marketing Cloud. On va commencer par parler de l'engagement frequency, donc une problématique qui revient assez souvent dans les différentes discussions avec les clients. C'est comment je gère ma pression commerciale et comment je peux être sûr que je ne sature pas mon audience avec les communications, notamment les communications commerciales que j'envoie. Aujourd'hui, avec Einstein Engagement Scoring, Frequency, maintenant, on a la possibilité de l'utiliser dans le cadre de nos parcours clients, donc dans le Journey Builder, pour limiter, on va dire, la saturation des contacts dans les parcours clients. Donc, on a plusieurs choses à noter là-dessus. C'est la capacité de l'utiliser dans le Journey Builder avec les configurations sur les différentes dimensions de saturation, mais aussi la capacité d'analyser nos données dans un dashboard dédié d'Einstein pour pouvoir voir un peu quels sont peut-être les axes d'optimisation qu'on pourrait identifier ou de comprendre en fait un comportement qu'on n'arrive pas à comprendre. Donc, ce qui est intéressant dans Einstein en général aussi, c'est que ça nous permet de rapidement identifier ce qui ne va pas éventuellement. Donc, ça nous permet de pointer vers les endroits où il faut creuser un peu plus. Voilà, donc du coup, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur la démo directement. Et on va commencer par Journey Builder. Donc, juste entre parenthèses, la fonctionnalité Einstein, vous pouvez l'activer par vous-même, je pense à partir du moment où vous avez
signer le contrat avec votre SI, bien évidemment. Et je pense que, corrige-moi Zach si je dis n'importe quoi, mais c'est gratuit pour toutes les organisations. Et donc, vous pouvez l'activer via la session Einstein. Ouais. Donc là, Alors, vous avez Einstein Frequency. ouais, juste une précision, Einstein, hein, ça comprend des sous-modules spécifiques à des fonctionnalités sur l'intelligence artificielle. Toutes les fonctionnalités Einstein for Marketing ne sont pas gratuites. Donc voilà, il faut juste les principales autour de besoins récurrents sont mises à disposition des utilisateurs, mais toutes les fonctionnalités ne sont pas gratuites. Tout à fait. Tu as bien raison de le mentionner, Julien. Donc là, on parle des fonctionnalités qui sont, toutes les fonctionnalités qu'on va adresser pendant cette release note, qui sont disponibles normalement gratuitement pour tous les clients. Et là, on parle du sous-module Einstein Frequency. Donc, vous pouvez l'activer ou le désactiver ici. Et si on part sur la configuration dans Journey Builder, donc juste pour vous donner un peu de contexte, avant, on ne pouvait pas utiliser cette fonctionnalité dans Journey Builder. Ça existait dans un dashboard dédié. Où on pouvait générer des data extensions d'une manière ad hoc. Sachant que je pense que d'un point de vue aussi utilisation, moi, c'est mon avis personnel, c'était pas optimal c'était pas très, on va dire, compréhensible pour un utilisateur qui n'a pas, on va dire, un background avancé sur la partie de machine learning. Donc là, c'est un peu plus simplifié, je trouve. Et donc, c'est plus accessible aux utilisateurs business. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est drag and drop un frequency split et on va essayer de le configurer. Donc, quand vous l'utilisez pour la configuration, donc ça veut dire que vous avez plusieurs branches que vous pouvez ajouter. Donc, il y a la branche saturated. Donc, ça, c'est les clients qui sont, on va dire, saturés en termes de communication sur les 4 dernières semaines. Donc, saturé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, étant donné des métriques d'engagement qu'on va voir, donc les clics, les open, les unsubscribe, on définit, on va dire, on monitore ces métriques d'engagement sur le compte, et donc on détermine une sorte de curseur où on dit que les clients sont saturés parce qu'on remarque un changement dans le comportement sur la partie engagement. Donc, ça c'est l'apport de l'intelligence artificielle, on va dire, dans cet exemple. Donc là, pour synthétiser, on parle de gestion de la pression commerciale. Donc, si vos abonnés, email, ou on le verra aussi mobile, reçoivent déjà trop d'emails ou de communication, donc ils sont déjà sous une pression commerciale importante, ils ont atteint une limite. Les almost saturated, ils sont presque en phase de recevoir trop de, donc ils sont almost saturated. Donc là, on peut aller plus dans le détail en disant est-ce qu'ils sont à 1, 3 ou 5 emails proches de la saturation. Le on target, c'est normalement si la pression de la gestion de la pression commerciale est bien définie, ça représente une majorité des abonnés, des clients. Et les undersaturated, ce seraient des contacts qui reçoivent trop peu d'emails finalement par rapport à la target qu'on a définie. Juste pour compléter, Julien, en fait, les scorings qui sont attribués aux clients, ils sont attribués, on va dire, petit à petit en fonction des données qu'on récolte sur la donnée, donc sur le compte. Donc, ça veut dire qu'il faut à Einstein une certaine durée pour qu'il puisse récolter, on va dire, un maximum de données et pour qu'il puisse scorer, commencer à scorer tous les Ouais, c'est ça. Donc, il se base vraiment sur combien on avait dit, les 28 derniers jours, c'est ça? 28 derniers jours, oui. 28 derniers jours. Et donc, il se fait avec je crois combien de temps il a besoin d'historique pour l'écoute initialement? Je pense à minimum, enfin, je pense qu'il commence à donner des scorings dès je crois, 92 heures, si je me trompe pas, ou 48 heures, je ne sais plus. Mais en tout cas, pour que ça soit complètement fiable, en général, c'est bien de le garder un mois actif pour qu'il récolte la donnée. OK. Voilà, donc ça, c'est globalement un peu les différents paths qu'on a dans Frequency Scoring. Et comme on le dit, en fait, point important, ça se base, il faut mentionner les limites du modèle aussi, c'est que ça se base sur l'email uniquement. Donc ça, c'est un point à retenir, c'est que ce n'est pas de la pression commerciale en gestion multicanal ou omnicanal, mais c'est vraiment orienté autour de l'email. Donc ça, c'est un point à noter.
Ouais. Ensuite, Cas d'usage, Akram, tu peux nous donner là, comme on a un peu des chemins, par exemple, des cas d'usage qui pourraient être déclinés, par exemple, sur des ouais. saturated ou des undersaturated? Ouais, alors en fait, les cas d'usage, je pense qu'ils sont plutôt classiques. Donc, Ouais. les saturated, en gros, ceux qui sont, je pense qu'il y a un incrément de valeur à aller chercher dans les undersaturated. Et en général, quand on utilise Marketing Cloud, on n'a pas cette visibilité, on va dire, très macro de notre base. Et donc, on ne sait pas trop où placer le curseur. Et donc, ça, c'est ce qui est important, c'est que on pourrait identifier la population qui sont, entre parenthèses, undersaturated. Et donc, c'est un potentiel business à aller chercher en les adressant un peu plus, on va dire, d'une manière un peu plus agressive, bien sûr, en monitorant les indicateurs. Et peut-être changer de canal pour les sursolliciter, justement email, pour dire bah, on va plutôt les solliciter sur un autre canal parce qu'ils ont déjà reçu beaucoup d'emails et potentiellement on veut les engager sur un autre canal. Après, c'est pas forcément une bonne pratique, mais parce qu'ils sont déjà sursollicités. Mais en tout cas, il y a des stratégies qui peuvent être opérées sur les segments, quoi. Ouais. Si on va sur le dashboard, donc là, il faut juste savoir qu'une fois que vous activez votre journée, vous allez avoir un dashboard, on va dire, analytics au niveau de l'activité, donc quand vous cliquez dans l'activité de la journée, mais aussi au niveau du dashboard d'Einstein ici. Donc ça, c'est plutôt un dashboard, on va dire, global de tout votre compte. Le dashboard que vous allez avoir dans l'activité, qu'on n'a pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas activé de journée, c'est un dashboard sur l'activité en elle-même. Donc le dashboard global, il vous présente l'état des lieux de votre base. Est-ce qu'elle est saturée? Est-ce qu'elle est oversaturée? Ou est-ce qu'elle est en target? Et donc, auquel cas, vous êtes, on va dire que vous êtes au juste milieu. Ensuite, vous avez une répartition de votre base en fonction du nombre d'emails qu'ils reçoivent sur les 4 dernières semaines. Et donc, en fonction de est-ce que c'est quelle est la part des clients undersaturated, oversaturated ou on target. Donc là, on n'a pas des données dans le compte démo, mais vous allez voir normalement, si vous envoyez beaucoup d'emails, vous allez voir une répartition des différents segments par nombre d'emails envoyés. Alors, merci pour ta question, Joris. Du coup, la question, c'est est-ce qu'Einstein fait la différence entre les types d'emails transac et commerciaux? Alors, c'est une bonne question. Alors, du coup, comme vous pouvez voir en haut, alors, Zach, est-ce que tu pourrais… Ouais. Est-ce que je pourrais cliquer? Ouais, c'est ça. Alors, c'est une très bonne question parce que Einstein se base, on va dire, uniquement sur les Sender Classification commerciales. Donc, grosso modo, pour le faire simple, c'est les emails commerciaux. Donc, qui ont un Sender Classification, ce qu'on appelle un Sender Classification commercial. Pourquoi? Parce que, en fait, l'indicateur donné par l'engagement sur les emails transactionnels peut biaiser l'analyse. Parce qu'en fait, en général, on sait tous que les emails transactionnels sont des emails où on a un fort engagement. Et donc, ça peut être on va dire, biaiser l'analyse d'Einstein dans la mesure où il peut apparaître que l'engagement est fort et donc que le client n'est pas arrivé à saturation. Ce qui est probablement faux d'un point de vue commercial, où là, peut-être que le client, entre parenthèses, on a marre de recevoir tous les emails commerciaux et donc il n'ouvre plus, il clique plus et il se désinscrit de vos communications. Donc c'est ça, c'est une très bonne question et donc Ouais. Et puis c'est uniquement les commerciaux. Ouais, je vais complètement dans ton sens, Akram, hein. Les mails transac, c'est des mails qui sont sollicités normalement par le client sur un trigger, sur une action, un événement de sa part. Donc effectivement, c'est pas censé être de la sursollicitation, sachant qu'il est à l'initiative de la demande. Complètement. Et donc si on descend en bas dans le dashboard, on a aussi ces fameuses métriques d'engagement qu'on se disait par rapport au nombre d'envois d'emails. Donc, par exemple, là, si on lit, grosso modo, on voit que quand on arrive à 8 emails sur le mois, on voit le taux d'engagement il chute considérablement. Ouais. Et donc, ça pourrait être un indicateur de la limite à ne pas franchir. Bien évidemment, toutes ces données-là peuvent changer en fonction de la période de temps où vous vous placez. C'est-à-dire que, typiquement, probablement qu'ils vont changer en période de fête. Probablement qu'ils vont changer en période où on n'a pas énormément d'événements en marque ou d'événements clients. Et donc, ça va changer au fur et à mesure que vous avancez dans le temps.
Ouais. Mais d'ailleurs, bon, c'est très significatif là à partir de 5, par exemple. Par contre, c'est marrant parce que là, le taux de clic augmente en fonction du volume. Voilà, c'est parce que c'est des données qui ne sont pas représentatives. ouais, voilà. Donc, je pense qu'il y a une convergence quand on a sur des données de masse, ça suivrait des tendances plus. On est sur un NTO, en fait, donc c'est de la donnée au moins fictive. Donc, il ne faut pas se lier au dashboard qu'on voit ici, mais avec vraiment en production, avec une volumétrie importante et un historique de plusieurs semaines. Normalement, les graphiques auront tendance à être homogènes et on pourra clairement comprendre en fait les différents patterns. Ouais, c'est ça. Alors, on a une question. Quand on utilise Einstein Frequency dans Journey Builder, ça envoie l'email au contact de la DE ou ça permet d'avoir de la donnée sur un email déjà envoyé. Ah non, alors c'est une bonne question. Ça permet d'avoir, en fait, ça filtre sur les clients que vous envoyez avec cette journée. C'est-à-dire que, on va dire que c'est pas rétrospectif, si c'est ça la question. Par contre, il y a on va dire une façon, une façon détournée d'avoir cette information. Donc, ce que je comprends de ta question, Clara, c'est que tu veux savoir un peu l'état de l'art sur un segment donné qui sont les personnes saturées, non saturées, etc. Et donc ça, vous pouvez créer une journée vide et stocker ça dans une DE dédiée que vous utiliserez par la suite. Voilà. Donc c'est ça un peu le moyen détourné de le faire. Avec des updates contacts, en fait, qu'on peut insérer dans différents segments. On peut récupérer, en se basant sur toute la population qu'on a dans le marketing cloud, on peut récupérer ces informations-là. Ouais. Par contre, ça, c'est une action qui est très ad hoc. Hein. Encore attention, vigilance sur ce type d'action. Parce que ça se rafraîchit tous les jours. Hein, donc, ça sera une vue figée du jour auquel on se positionne. Ou tu peux rajouter autre chose? Non, je pense qu'on peut passer à notre partie. C'est Noël, hein? Voilà, c'est Noël. Posez toutes vos questions. On est là pour y répondre. Ouais. Et donc, quelque chose d'intéressant. Alors, je vais d'abord introduire un peu le contexte de cette feature parce que, grosso modo, la target, en tout cas, Zach pourra le confirmer, de la roadmap Salesforce, c'est de tout, on va dire, gérer depuis Journey Builder. C'est centraliser les opérations dans Journey Builder petit à petit. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé ce qu'on appelle les single send journeys, où on peut, au même titre qu'aujourd'hui, on utilise Email Studio pour envoyer des one-shot emails, on pourra l'utiliser pour shooter des emails via Journey Builder d'une manière, on va dire, assez simple et user-friendly. Parce qu'en général, ceux qui opèrent les opérations, ils doivent avoir un outil qui est assez simple avec 2-3 étapes et après, ils peuvent shooter la communication. Donc, ce qui n'est pas disponible forcément dans Multi-Step Journeys, mais qui est disponible dans Single Send Journeys. Et donc, par contre, la problématique jusqu'à maintenant, c'est que pour ces Single Send Journeys, il n'y avait que l'email. Donc, on ne pouvait pas ajouter plus que ça. Donc, les flows, etc. Donc maintenant, aujourd'hui, ils ont rajouté ça dans les Single Send Journeys. Et donc, ça veut dire que même les utilisateurs un peu, on va dire, qui utilisent la plateforme d'une manière assez basique pour envoyer les campagnes one-shot, pourront exploiter la fonctionnalité SEO, donc qui est Send Time Optimization. Donc, ce n'est pas la fonctionnalité qui est nouvelle, mais le fait de la voir dans Journey Single Send qui est nouveau. Et donc, pour rappeler l'objectif de Einstein Send Time Optimization, c'est que ça vous permet d'envoyer l'email au moment opportun sur une fenêtre donnée, la fenêtre que vous allez définir vous-même. Donc, si Zach, tu cliques sur la configuration, normalement, vous aurez les fenêtres que vous pouvez définir. Donc, custom sur 7 jours, sur 48 heures, etc. Donc, Einstein, ce qu'il va faire, c'est qu'en fonction de la fenêtre, il va envoyer l'email au moment le plus, on va dire, opportun pour que le client puisse l'ouvrir. Il se base sur un historique de données de 90 jours et donc, il score sur cette base-là toute votre base. Alors là, si je puis
juste préciser un point, parce que chez les marketeurs, ce que font souvent les entreprises, c'est qu'elles vont faire, par exemple, de l'A/B testing, dire j'envoie mon email plutôt le lundi matin ou le jeudi matin et je regarde là où j'ai le meilleur taux d'ouverture. Mais ça, c'est sur l'audience totale. Là, le Einstein, le STO, finalement, il fera du one-to-one. Exactement. Donc, du coup, on définit un time frame qui dit je veux pas non plus forcément ma campagne elle doit partir dans la journée, donc peut-être que je vais mettre 4 heures pour étudier en one-to-one, non pas le meilleur jour, mais la meilleure heure à laquelle mon client sera susceptible d'ouvrir l'email. Mais du coup, il sera fait en one-to-one. Il sera pas fait pour toute l'audience cumulée avec un average open rate, mais vraiment en one-to-one. Zacharia, lui, le recevra peut-être le lundi, Akram peut-être le jeudi. Exactement. Et donc, c'est ça la force un peu de l'intelligence artificielle, c'est que ça vous, en fait, si vous vous basez sur des règles prédéfinies, c'est quasiment, on va dire, en tout cas, c'est chronophage de pouvoir arriver à ce résultat. Parce qu'on va devoir avoir une règle pour chaque client. Et donc, c'est très, très chronophage, si ce n'est pas impossible. Et donc, en fait, avec Einstein, avec l'intelligence artificielle, ça permet de vous scaler sur de la donnée non structurée et de pouvoir avoir un scoring par client sur de la donnée assez large. Et donc, c'est vraiment du scoring jour et heure. Donc, par exemple, moi, je le reçois le lundi à 15 heures, mais une autre personne le reçoit le samedi à 18 heures, par exemple. Voilà. Et là, la puissance aussi de l'outil. Exactement. Et juste pour compléter ce que disait Julien tout à l'heure, dans les plans en général d'animation client, on a des dates, on va dire des jours de la semaine définis avec des heures définies. Si vous voulez optimiser les résultats d'Einstein, il va falloir changer un peu votre stratégie. Ça, on a déjà parlé pendant une session précédente, mais je me permets de le répéter. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir répartir les emails sur différentes dates, différentes heures, afin de pouvoir récolter le maximum de données et pour que la prédictivité soit pertinente. Parce que si on envoie le mail tous les mardis à 9 heures, on pourrait avoir de la donnée par rapport aux ouvertures des clients, etc. Mais cette donnée peut être beaucoup plus optimale si on répartit les envois dans un premier temps. Alors, on pourrait se dire, bah, du coup, on va mettre du STO systématiquement avant l'envoi de tous les emails parce que du coup, ça va augmenter mes tracking, hein, mon taux d'ouverture et éventuellement mon taux de clic. Mais par contre, là où, juste pour information, il ne faut pas toujours l'utiliser, c'est pour les types de campagnes, du type, voilà, vous faites une campagne avec des coupons pour les 200 ou 300 premiers qui cliquent dessus, des concours ou des choses qui sont vraiment liées à la masse, au fait que tout le monde est censé le recevoir en même temps. Dans ce cas-là, évitez de mettre du SEO à ce moment-là parce que du coup, les clients ne le recevront pas en même temps. Et ça peut créer des problématiques par la suite. Okay. Alors, Akram, si tu peux la traiter. On peut voir quand les emails sont partis avec un rapport, par exemple. Alors, en fait, pas à ce que je sache, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un rapport Einstein. Par contre, bien sûr, il y a les logs d'email. Donc, vous pouvez très bien extraire les logs d'email et voir quand est-ce que l'email est parti pour chaque client, effectivement. Donc yes. La réponse est oui, basée sur on va dire les logs existants de l'email. Donc, c'est un rapport classique email. Mais du coup, c'est un rapport à construire. On n'aura pas un dashboard par email. On aura la répartition sur la semaine et sur les heures. Ouais. Après, le plus simple, si vraiment tu veux traquer, Log avec ton email et puis voilà, c'est trop simple. Par contre, peut-être que la question aussi, c'est la répartition, sans pour autant savoir chaque client à quelle heure il a reçu. Si c'est ta question, Clara, sur la répartition, les dashboards de l'activité, normalement, seront suffisants quand vous lancez la journée pour voir la répartition. Donc, si on revient sur les dashboards de Sentence Optimization, là, en gros, il y a eu un travail d'optimisation de ces dashboards-là pour vous donner une idée de la qualité de données de votre instance. Une des questions qu'on reçoit de nos clients, qu'on recevait de nos clients, je pense que en général, on reçoit des clients, c'est grosso modo, je comprends pas, j'ai ma target où 80%
passent dans le pass, 80%, pardon, ne sont pas scorés, n'ont pas de center utilization. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas forcément de visibilité transparente au début. Maintenant, vous avez la visibilité sur combien de personnes sont scorées dans votre plateforme, combien de personnes sont paid-in pour le scoring, sur les adresses email, la répartition, etc. Donc, tout un tas d'indicateurs qui vous permettent de savoir, on va dire, ce que Einstein vous propose en scoring, quoi. Et aussi ce qu'il est en train d'analyser, le nombre d'emails analysés versus le nombre d'emails non analysés. Encore une fois, pour rejoindre le point de tout à l'heure sur les emails transactionnels et tests et aussi d'autres emails. Donc ça, c'est pas pris par Einstein, encore une fois, pour des questions de fiabilité des prédictions. Donc il n'y a que des emails commerciaux. Donc là, en fait, ici en bas, on a la répartition du meilleur temps d'envoi sur la semaine, donc avec les heures par semaine. Voilà. Et en bas, tout en bas, on peut avoir la répartition des heures par jour. Donc par jour, on voit la répartition de notre base de données, du volume, par rapport aux heures de la journée. Donc ça, c'est vraiment pour des questions d'analytics et pour se pencher pour faire des décisions, prendre des décisions par la suite. Ok, donc si on passe à l'autre, donc ça, on en a parlé, donc c'est l'amélioration de la qualité des dashboards. Ensuite, là, on va parler aussi de l'Einstein Engagement Scoring. Je ne sais pas si, Zach, tu veux en parler ou... Donc là, on peut, si tu peux présenter juste la partie Journeys, donc dans la configuration de Journeys, d'abord. Okay. Et ensuite, je présenterai la partie dashboard. Donc, sur la partie de journée, je vais créer un parcours et je vais vous montrer du coup le pendant mobile de Einstein. Engagement Scoring. Voilà, donc je vais prendre un scoring split. Donc, Akram, je ne sais plus si ce split-là existait avant la release d'octobre. Oui, alors ça existait pour l'email. Pour l'email seulement, ok. Ce qui est nouveau, c'est que maintenant, il y a le push notification. Donc, on a aussi des métriques d'engagement sur le push notification. Donc, voilà. juste pour donner la vision vraiment globale de ce que c'est, à quoi ça sert, c'est en gros un split qui vous permet de savoir le niveau d'engagement de vos clients. Et donc, vous pouvez derrière les adresser d'une manière différente en fonction du niveau d'engagement. Et Zach va rentrer dans le détail des paths qu'on a pour le mobile. Ok, donc en ce qui concerne le mobile, donc on doit d'abord choisir du coup sur quelle application on veut récupérer les métriques d'engagement. Et ensuite, on décide du coup de définir nos différentes dimensions de scoring. Donc, soit on choisit d'un point de vue global, donc on prend vraiment la dimension globale de tous les engagements mobiles, ou bien on peut vraiment rentrer dans différents, on va dire, cas particuliers, par exemple le temps passé dans l'application, donc 5 minutes, 10 minutes, etc. Combien de sessions du coup qu'on a dans l'application sur les 7 derniers jours. Et après, 2 métriques sur l'ouverture, qui est du coup l'ouverture directe suite à l'envoi d'une notification push, et puis l'ouverture indirecte. Du coup, on envoie une notification push et la personne va ouvrir l'application plus tard sans forcément cliquer sur la notification. C'est un comportement qu'on connaît tous et qui est bien repris ici. Donc, si je prends l'exemple, par exemple, du coup, de paramétrer mon split selon l'option Time in App. Je vais retrouver encore une fois du coup les 4, on va dire, segments principaux. C'est les personnes les most engaged, donc les plus engagées. Les engagés, on va dire, de façon un peu bien. On a les less engaged et puis les least engaged. Et on peut les rajouter comme on veut dans le split. Et une fois configuré, donc on récupère nos engagements ici et on peut faire des use cases où on va envoyer différentes communications, différents messages selon ces 4 catégories-là.
tu fais des vouchers dégressifs. Plus ils sont engagés, moins tu mets de pourcentage. Non, et blague à part, après, vous n'êtes pas obligé d'exploiter tous les chemins, mais des fois, on va vouloir engager plutôt un chemin parmi les différents. Oui, alors du coup juste, si tu restes, Zach, pour compléter un peu, Yes. en gros l'engagement mobile engagement, c'est l'engagement global. Donc, ça reprend un peu tous les métriques en dessous qui sont agrégés au niveau d'un score global qui vous permet de savoir le niveau d'engagement global sur l'application mobile. Et donc, ça, typiquement, ça pourrait être intéressant pour faire des use cases de complément de couverture. C'est-à-dire, en gros, je sais que ce client-là n'est pas super engagé sur l'application mobile et donc je vais lui envoyer typiquement un SMS ou je vais lui envoyer un email par rapport à son niveau d'engagement. Il y a aussi les autres KPI. Donc, si Zach, tu retournes sur sur le configuration. Donc, il y a le time in-app, donc le temps, on va dire, passé sur l'application. Peut-être que, en fait, là aussi, ça peut dérouler d'autres use cases qui est, OK, pour les clients qui ne passent pas suffisamment de temps sur mon app, peut-être qu'en termes de contenu, ils ne trouvent pas le contenu qui leur va, qui est adapté. Peut-être qu'il leur faut des contenus exclusifs, donc pour augmenter leur temps passé sur l'app. Peut-être qu'il faut les engager avec des prétextes plus, on va dire, ciblés, donc avec des services ou autres. Et c'est pareil aussi pour les sessions, donc pour augmenter le temps de passer sur l'application. Pour les ouvertures, si l'ouverture, on va dire, direct open ou indirect open, là, c'est clairement, on va dire, ça rejoint un peu le mobile engagement. Mais avec un degré un peu plus fin d'ouverture, où là, je peux aussi faire du complément de couverture, ou peut-être j'ai des actions à faire au niveau de la notification, du contenu de la notification. Donc, avec le logo, avec l'image que je mets sur la notification, avec la façon avec laquelle je notifie mon client, avec peut-être le temps que j'utilise pour notifier ses clients, etc. Donc, en fait, il faut se rendre compte que ces métriques-là, ils ne permettent pas juste de les exploiter telles quelles, mais d'avoir une réflexion derrière sur les use cases business et de pouvoir prendre des décisions par la suite sur comment vous adressez vos clients. Est-ce que ça a répondu à ta question, Thibaut, dans le chat? OK, thanks. Très bien. Du coup, on peut passer au dashboard. Yes. Et donc, sur Einstein Scoring, donc, yes, on aura une section dédiée au mobile. On a déjà vu la partie email, donc on ne va pas revenir dessus. Mais sur la partie mobile, grosso modo, vous avez toutes les métriques, donc l'engagement, l'open, direct open, indirect open, session et time. Vous avez ce que vous voyez en vert, bleu, et donc avec différents degrés de confidence, je ne sais pas comment on dit ça en français. De confiance, pardon, de confiance, donc de pour excellent, donc en fonction de si Einstein considère que la prédiction est fiable ou pas. Donc si c'est pour, ça veut dire que la prédiction probablement n'est pas fiable et que vous ne devez pas l'utiliser. Et l'average, en fait, donc la moyenne sur les métriques. Et aussi la distribution de votre base de données en fonction des métriques d'engagement et par application. Voilà, donc j'espère que c'était assez clair pour vous. N'hésitez pas à poser vos questions. Et je pense que... Il y a aussi, juste Zach, un dernier point sur le dashboard. On n'a pas mentionné les prédicteurs, ça c'est plutôt côté email, ça n'existe pas ici. Non. Enfin, c'est bon, tu peux... Très bien, du coup, en fait, je pense c'est bon pour la démo de Einstein. Juste pour résumer, du coup, vraiment deux choses à retenir sur la release d'octobre. C'est que d'un côté, on va récupérer pas mal de splits dans Journey Builder. C'est des choses qu'on n'avait pas avant. Aujourd'hui, on peut vraiment faire des splits Einstein depuis Journey Builder. Et puis aussi, on a les dashboards qui ont beaucoup évolué, qui sont devenus beaucoup plus clairs avec de l'information, on va dire, actionnable et qui nous permet de mieux comprendre et mieux prédire le comportement des clients. Et aussi, dernier point peut-être, c'est l'arrivée du push comme canal sur Einstein, chose qu'on n'avait pas avant. Donc maintenant, on a le push qui arrive et on voit bien la tendance d'Einstein sur Marketing Cloud
où du coup, on commence un peu à explorer la prédictivité sur les autres canaux. En omnicanal, ouais. Et d'ailleurs, ça rejoint un thème hein, sur la gestion de la pression commerciale omnicanal, hein, qui est aussi un sujet récurrent. Voilà. Ok, donc ça c'était pour Einstein. Du coup, on peut continuer sur la partie setup, sur la partie un peu plateforme, on va dire. Yes. Ouais. Bon, je vais le présenter rapidement. Ouais, vas-y, Zach. Donc, une fonctionnalité phare de cette release, c'est du coup la possibilité de commander des certificats SSL depuis la plateforme Marketing Cloud. Donc, avant, vous savez très bien que si vous souhaitez sécuriser votre plateforme, vous devez avoir un minimum 2 certificats SSL, un pour les images et un pour les cloud pages et pour les clics et les redirections. Donc, ça passait forcément par un ticket au support avec un aller-retour avec l'account exécutive et ça pouvait prendre jusqu'à 4 ou 8 semaines. Je ne m'engage pas sur le nombre de semaines, mais ça prenait énormément de temps. Avec cette fonctionnalité-là, en fait, ça sera beaucoup plus simple et accessible directement depuis l'interface admin de Marketing Cloud. Donc, ça, c'est une fonctionnalité du coup qui était très attendue et je pense qu'elle sera beaucoup utilisée pour sécuriser les domaines, notamment vu qu'on maintenant on sait que Chrome va restreindre davantage le trafic qui n'est pas sécurisé. Ouais. Donc, ce qui transite aujourd'hui sur du HTTP sera bloqué, ou en tout cas l'accès sera restreint à partir de janvier 2021. Et donc, cette fonctionnalité-là permettra en fait aux nombreux clients qui n'ont pas encore activé le SSL d'avoir une transition beaucoup plus simple. Ouais. Typiquement, si vous êtes sur un modèle de rollout de business unit sur des nouveaux pays ou des nouvelles marques, souvent on a besoin d'être assez autonome dans notre rétro-planning pour donner de la visibilité aux équipes qui vont profiter, en bénéficier. Et du coup, le fait d'avoir du self-service sur ce chantier-là, ça permet d'être plus autonome par rapport au support. Exactement. Et juste pour information, un point important à mentionner, c'est que cette fonctionnalité a été décalée et donc ne sortira pas avec les autres fonctionnalités en même temps. Et il y a tu peux le partager sur le chat si tu as une information. Non, en fait, c'est juste sur la release note, ils l'ont mentionné que ça va être décalé, mais sans donner de date. Ok. Voilà, donc c'est normal on va pas faire de démo, on va pas la trouver dans Marketing Cloud pour l'instant. Ok, donc autre fonctionnalité, on va dire très importante et qui est apparue il y a 2 ou 3 releases et qui commence à s'étoffer avec pas mal de nouvelles on va dire, fonctionnalités, c'est Alert Manager. Donc en quelque sorte, c'est l'outil qui vous permet de recevoir des alertes lorsque un email a beaucoup d'erreurs. Et donc, en fait, ça vous permet d'être beaucoup plus proactif par rapport à ça et remédier à cette erreur. Donc, comment ça fonctionne? Je vais vous montrer ça rapidement. Donc, c'est très simple. Donc, la configuration, en fait, elle est très, très facile. Il suffit d'aller dans Setup et ensuite dans Alert Manager qui se trouve, je pense. Alors, voilà, il se trouve du coup dans Company Settings, Alert Manager. Et donc, il suffit de l'activer et de renseigner une adresse email pour que du coup les alertes soient envoyées sur celle-ci dès qu'on a un email voilà, qui ici par exemple. Ouais. C'est dès qu'on a 100 erreurs, dès qu'on atteint le palier de 100 erreurs, donc ça c'est important à mentionner aussi. C'est-à-dire que si le palier n'est pas atteint, il n'y a pas d'erreur qui Et est aussi, trigger. je pense que aujourd'hui, on monitore uniquement les envois depuis Email Studio ou bien Automation Studio. Donc, les envois de Journey Builder et de Trigger Send ne sont pas gérés aujourd'hui. Exactement. Voilà. On espère que la fonctionnalité sera étoffée par la suite. Donc, on a une question. Existe-t-il une liste de types d'erreurs? Je sais pas. Alors, ouais, en fait,
Ouais. Ça dépend de ce qu'on définit. Qu'est-ce qu'on veut dire par type d'erreur. Mais si ta question c'est est-ce que c'est une erreur on script, est-ce que c'est une erreur autre, je pense que. Enfin, honnêtement, je n'ai pas cette liste-là. Je ne sais pas, Zach, si tu la connais ou Julien. Ouais, il y a bien des listes d'erreurs qui existent. Typiquement, alors, attends, est-ce que j'avais un truc là sous la main? Je vais le retrouver, mais en tout cas, il y a des types d'erreurs qui existent et il y a même des data views qui sont spécifiques à ce type de problème, notamment sur des undeliverable SMS ou ce genre de choses, où justement on peut aller. Alors, après, pour demander la cause d'erreur, des fois on n'aura pas, mais en tout cas, la liste existe sur les types d'erreurs existantes. Donc, Julien, si tu peux chercher de ton côté, partager la liste. Ouais. En tout cas, pour le screenshot, effectivement, on voit error description. Ouais. Donc, j'imagine que effectivement, Alert Manager est capable de catégoriser ou classifier les types d'erreurs. Donc, ouais, en tout cas, c'est intéressant. Enfin, du coup, je m'adresse à tout le monde aussi. Si vous avez l'information, n'hésitez pas à la partager avec nous tous. C'est intéressant. OK. Alors, la prochaine fonctionnalité, Akram, je te laisse peut-être la présenter. Ouais, rapidement, on n'a pas de démo là-dessus, mais rapidement, en fait, aujourd'hui, dans les cloud pages, en fait, ils ont ajouté, Salesforce a ajouté la possibilité de pouvoir switcher d'un domaine à un autre. C'est le cas d'usage le plus simple, c'est vous avez des pages de tests, donc avec des noms de domaines de tests que vous utilisez uniquement pour développer. Et ensuite, vous voulez passer en prod. Donc, vous voulez passer sur des pages plutôt sur le domaine de prod. Donc, même avant, ça n'existait pas. Avant, on devait prendre le code, copier-coller, publier et courir le risque de rater quelque chose. Aujourd'hui, on le fait automatiquement. Donc, c'est un peu du release management, on va dire, parce qu'on change de domaine en un clic. Le prérequis, c'est que ce qu'on appelle unpublish la page, quoi. Et donc, ensuite, on pourra changer le nom de domaine. Il y a d'autres cas d'usage aussi, c'est typiquement changement de nom de marque. Donc, typiquement, dans ce cas-là, vous n'aurez pas à copier-coller tout le temps tous les codes de toutes les cloud pages. Vous aurez juste à passer sur la cloud page et à changer l'URL, nom de domaine de l'URL. Voilà, pour résumer, deux use cases, c'est test prod et puis changement de marque, c'est ceux qui reviennent souvent et qui ont aussi drivé l'existence de cette fonctionnalité-là. Voilà. Alors, donc là, c'est Alert Manager, la démo, donc on vous l'a montré. Cloud Page, malheureusement, vu qu'on n'a pas deux domaines configurés dans la BU, on ne peut pas vous le montrer. Du coup, on passe sur Advertising Studio. Oui. Je fais juste une petite parenthèse là sur par exemple pour alors je prends un exemple concret sur les SMS. En fait, il y a des data views, par exemple sur les undeliverable SMS, pour avoir notamment le statut de undeliverable. Après, il n'y aura pas la possibilité de récupérer la cause directement dans la data view, mais par contre, on a une liste exhaustive je pense qui est plutôt exhaustive sur les typologies d'issues connues. Par canal et typiquement sur du SMS. Bon, j'ai un tableau, je sais pas où je pourrais partager le screenshot, le meilleur canal, mais typiquement des exemples, c'est invalid number, unreachable number, message validity period expired, voilà, et il y a quand même une dizaine de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois, il y a 9 ou 10 critères d'issue possibles sur du SMS. Et après, je pense que voilà, on a la même chose sur l'email et certainement sur le. Alors, ça c'est type comment dire, de raison, par exemple, sur la délivrabilité, etc. Et il faut faire aussi, en fait, il y a aussi la partie d'erreur management de l'envoi n'a pas été fait. C'est-à-dire que là, typiquement, imaginons on a un batch d'email. On a sur ce batch d'email, on a 500 clients qui n'ont pas été envoyés. Enfin, parce que typiquement, c'est pas des clients qui existent en base. On a shooté sur une liste qui n'existe pas ou je sais pas quelle autre raison. Et en fait, par exemple, ça empêche typiquement l'email d'être envoyé ou le code en script d'être exécuté ou autre raison. Et donc, ça, c'est les types d'erreurs que vous recevez avec Alert Manager. Exactement. Mais par contre, oui, je n'ai pas non plus trouvé la liste exhaustive. Ouais.
Ou peut-être passer par un ticket au support. Je ne sais pas s'ils sont capables de vous fournir la liste. Sinon, la communauté, si vous trouvez, n'hésitez pas à partager avec nous. En tout cas, je n'ai pas trouvé l'info sur la documentation. Non, moi, je l'ai pas en tête, j'ai pas en tête l'info non plus. Alors, donc, peut-être que c'est la dernière fonctionnalité. Ouais. Question, donc Advertising Studio et notamment la nouvelle fonctionnalité LinkedIn Account Matching. Ouais. Alors, donc ça va intéresser les clients B2B. Donc, récemment, cette fonctionnalité de account, en fait, LinkedIn Account Matching a été ajoutée à Advertising Studio. Donc, juste pour ceux qui ne connaissent pas Advertising Studio, en gros, c'est un module de Marketing Cloud qui vous permet de targeter les clients sur les réseaux sociaux ou sur Google AdWords, donc sur les networks qui sont disponibles pour retargeting. Donc, il y a plusieurs use cases qu'on pourrait imaginer, notamment le targeting de clients connus en base, de lookalike ou d'exclusion pour des questions d'optimisation budgétaire. Bon, on ne va pas rentrer c'est pas le but de rentrer dans le détail aujourd'hui de Advertising Studio, mais c'est juste pour vous donner un peu le contexte. Et donc, dans ce cadre-là, avant, sur LinkedIn, il n'y avait que la possibilité de cibler des clients connus, on va dire, en B2C, donc en se basant sur des champs qui sont propres à la personne, avec éventuellement des lookalikes, mais basés sur le client en question qui est présent dans la base. Maintenant, ils ont rajouté la fonctionnalité qui s'appelle Account Matching, qui permet de matcher sur les organisations, donc sur les clients plutôt B2B. Donc, typiquement, vous êtes une compagnie dans l'aéronautique, vous vendez des avions, et donc vous voulez targeter les clients qui seraient susceptibles d'acheter les avions qui appartiennent à telle ou telle compagnie. Et donc, ce que vous allez cibler, c'est plutôt la compagnie. Donc, typiquement, dans votre modèle de données, vous avez tous les clients prospects ou clients que vous allez adresser. Et donc, vous avez la compagnie. Donc, vous allez sélectionner dans Advertising Studio, quand vous allez configurer votre audience, le type compagnie. Et donc là, vous pourriez sélectionner en bas les attributs de votre client, qui est les attributs compagnie. Donc, comme vous voyez à droite, ça peut être le nom de l'entreprise, ça peut être le lien du site web, ça peut être l'email domaine de l'entreprise, etc. Et donc, ça vous permet typiquement d'aller targeter le comité des acheteurs, ceux qui appartiennent au département des achats de l'entreprise en question, ou globalement de targeter les employés de cette entreprise-là, etc. Donc, c'est un peu plus large que de targeter des clients, des prospects ciblés. Voilà. Donc, après, aller vraiment à la granularité département achat, je ne pense pas. Non, en fait, la partie département achat, etc., c'est des choses que vous pourrez ajouter par la suite sur LinkedIn, sur votre target. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une audience ici qui va être configurée et ensuite disponible dans le LinkedIn Account Manager, quoi, et pour que vous puissiez après faire des campagnes d'advertising là-dessus. Et donc, c'est là où vous avez des critères additionnels que vous pouvez ajouter par-dessus, de département ou autre. Ouais, en parlant des critères, est-ce que Zakaria, tu peux juste switcher de compagnie à customer pour juste montrer que les clés de matching sont bien plus riches avec les compagnies. Là, sur user, typiquement, on voit qu'on n'a que l'adresse email qui est la clé de matching par défaut. Et quand on passe à compagnie, du coup, on ouvre le champ des possibles avec des nouveaux critères orientés B2B, business. Et effectivement, ici, il y a une richesse qui vient développer des domaines carrément complets, quoi. Voilà. Et donc, juste pour résumer, il faut comprendre de Marketing Cloud, vous partez de votre base prospect client, first party data que vous allez matcher avec les identifiants LinkedIn qui sont soit liés au user, et là, du coup, c'est que l'adresse email, ou bien à l'entreprise. Et donc, c'est les informations qu'on a ici, le nom, le pays, etc. Une fois qu'on fait le matching, le segment sera envoyé dans la plateforme publicitaire de LinkedIn. Et une fois là-bas, on pourra appliquer des critères propres à LinkedIn qui seront notamment les lookalikes, rajouter d'autres critères, élargir l'audience ou même la restreindre. Donc, il y a bien deux étapes à faire.
Et aussi, est-ce que ce ne serait pas des use cases entre du B2C, voire des critères utilisés dans le B2C mais liés aux entreprises, à savoir viser une audience large de clients VIP, par exemple, et exclure sur une liste d'exclusion, sur des critères de compagnie, certaines entreprises. Donc, les segments, en fait, ils sont poussés vers LinkedIn. Après, ça sera soit des audiences publicitaires, soit des audiences d'exclusion. Et donc, exactement. En fait, ça pourrait être utilisé pour des questions. Enfin, alors, le use case qui cross, j'ai pas de use case qui me vient en tête là. Tu pourrais, où on pourrait faire cette configuration-là, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut utiliser le first party data pour exclure de nos campagnes d'advertising ou pour faire des lookalikes ou pour les targeter directement. Bien sûr, avec le taux de matching qui est probablement pas 100% et qui va être défini par LinkedIn. Juste, Zach, est-ce que tu peux revenir une petite seconde sur la presse parce que j'ai vu un truc tout à l'heure. Là, le titre, le premier titre gris, là, il est marqué Power Account-Based Marketing. Pour ceux qui sont familiers avec le B2B, le ABM, en fait, c'est un processus qui permet c'est une stratégie avancée de B2B qui permet en fait de définir les comptes stratégiques qui permettent de faire un focus commercial voilà, sur des comptes engagés. La solution ne permet pas de détecter les comptes stratégiques, donc de mettre en place une stratégie ABM, mais d'activer la data sur des comptes identifiés comme déjà prioritaires liés à une stratégie ABM. Je pense que c'est important de le préciser parce qu'il y a des utilisateurs qui utilisent Pardot, par exemple. Pardot permet de faire du ABM, mais Marketing Cloud, pas encore. Très bien. Il nous reste 5 minutes pour les questions du chat. Alors, encore une fois, on est sur une liste synthétique des meilleures, des fonctionnalités principales de la release notes. Si vous souhaitez lire de manière plus exhaustive les micro-features, les détails, la release note est disponible en tapant Salesforce Marketing Cloud Release Notes sur Google. Généralement, c'est le premier résultat qui sort. Et donc, vous avez sur l'onglet release d'octobre l'intégralité des fonctionnalités couvertes par cette mise à jour. Et puis, aussi, n'hésitez pas à vous démuter si vous voulez poser la question du voix. Donc, voilà, pas forcément l'écrire. Vous pouvez aussi prendre la parole. Ouais. Bon, on va attendre. On a une question qui arrive. Allez. Journée Builder marque le début d'un décommissionnement des envois de masse. Alors, c'est une très très bonne question. En fait, jusqu'à aujourd'hui, on va dire que de facto, les envois étaient faits, que ce soit d'une manière d'ailleurs envoi de masse, c'est-à-dire en gros one shot sur toute la base, sur une partie de la base, ou en tout cas avec entre parenthèses, de la segmentation, mais sur des clusters, on va dire des clusters de clients, et pas un client one-to-one. Et ça, en fait, la problématique principale chez les marketeurs jusqu'à maintenant, c'est que le fait de pouvoir avoir une façon, on va dire, one-to-one d'adresser les problématiques business, que ce soit de pression commerciale, que ce soit d'engagement, que ce soit par exemple, d'envoi, l'heure d'envoi, la date d'envoi, etc., n'était pas possible parce que ça nécessitait, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça nécessite vraiment un travail considérable, colossal et chronophage si on veut arriver à ce niveau de précision. Et travail qui est, on va dire, quasiment impossible parce que l'investissement qu'on va mettre dedans versus la valeur apportée, je pense que ça va facilement tendre vers la perte plutôt que le profit. Et donc, en fait, ce qu'apporte Einstein et l'intelligence artificielle en général, c'est ce scaling, c'est-à-dire en gros cette possibilité de scorer chaque client avec son propre comportement, son propre engagement et toutes les KPI qu'on a sur ce client en particulier. Donc, c'est la force du fait de pouvoir calculer sur de la donnée non structurée. Et donc, le fait effectivement, de passer vers le mode qu'on prêche depuis des années maintenant, donc depuis, je pense, 5 voire 10 ans, du one-to-one, du personnalisé, du tailor d'expérience, etc. Et donc, maintenant, on arrive avec Einstein, petit à petit,
des envois effectivement one-to-one, donc que ce soit one-to-one en termes de scoring et en termes d'envoi. Juste pour préciser, en fait, et répondre vraiment très, très précisément à la question, en fait, on peut toujours faire des envois de masse depuis Journey Builder. Donc, le fait que Einstein soit disponible uniquement sur Journey Builder ne marque pas forcément le décommissionnement des envois de masse, parce qu'on peut toujours utiliser les single send journée pour envoyer ma communication à ma base de données, à une partie, un cluster de ma base de données. Mais par contre, effectivement, les fonctionnalités d'Einstein ne seront pas disponibles et ne sont pas disponibles dans les différents studios. Donc, on ne va pas les retrouver dans Email Studio lors d'un guided send. On ne va pas les retrouver dans Connect, Mobile Push. Tout est forcément disponible dans Journey Builder, qui est en quelque sorte l'unique, qui sera en quelque sorte l'unique orchestrateur, moteur d'envoi des campagnes, à la fois one-to-one ou aussi de masse avec les single send. Et d'ailleurs, pour compléter, pour ceux qui ont l'historique de Journey Builder dans le temps, initialement, c'était vraiment un outil one-to-one. Et avec les mises à jour multiples, on s'est justement dirigé vers une tendance qui était plutôt de mieux gérer le one-to-many avec Journey Builder. Et là, la tendance est de, parmi les envois de masse, faire du one-to-one avec Einstein. Donc, on est sur des tendances d'ouverture du one-to-one vers du one-to-many et de retourner vers de l'hyper-personnalisation avec Einstein sur des communications de masse. Donc, effectivement, on conserve bien les capacités one-to-one et one-to-many avec l'initialisation du type de journée. Et après, effectivement, l'hyper-personnalisation qui est un enjeu aujourd'hui pour les marketeurs. Donc si, grosso modo, si ta question est décommissionnement des envois de masse, c'est d'un point de vue technique, fonctionnalité, non. Le décommissionnement des envois de masse d'un point de vue tendance et on va dire tendance du marché et là où on se dirige, moi je dirais personnellement oui. Ouais. Oui. Bonne remarque. Alors, il est déjà 14h, ça fait une heure. Un grand merci à tous les participants pour votre participation. L'enregistrement sera mis à disposition dans le user group, ainsi que le support, le matériel de présentation. Du coup, on vous dit à très bientôt. On partagera les prochains événements à venir d'ici la fin de l'année. Et puis, à très bientôt avec le club utilisateur. Merci pour votre fidélité, votre participation. Surtout pendant le déjeuner. On essaie de faire un truc d'ici les fêtes et puis après, on fera une session de reprise. Idéalement, en 2021, on organisera un grand événement, j'espère. Ouais. Le club Utilisateur Fest. Le Champagne Open Champagne Party. Bon, désolé, je dois vous laisser, je dois switcher sur notre réunion. Merci à tous. Allez, bonne après-midi à tous. Bye. Salut.